On va pouvoir commencer. C'est bon? Bien. Bonjour à toutes et à tous, et rebonjour pour celles et ceux qui étaient là ce matin. Bienvenue à la table ronde numéro 2 dédiée à la protection des forêts publiques et l'accès à l'information en matière environnementale. Alors, on a un léger changement de programme puisque l'un de nos 3 intervenants, Maître Yann Fauconnier, n'est pas là. Nous n'avons pas de nouvelles. Donc, Maître Yann Fauconnier qui est avocat en droit forestier. Donc, on va devoir faire sans lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Benoît Thomsen, qui représente l'association Mormal Forêt Agir, est présent et qu'il est à l'origine de la décision du Conseil d'État, enfin son association, la décision du Conseil d'État de septembre 2022 que Yann Fauconnier devait présenter. Donc, il pourra prendre la parole après quand on abordera ce sujet. Je laisse maintenant la parole à Caroline Junéja, juriste et membre de notre affaire à tous, qui va animer et modérer cette table ronde. Merci et bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde numéro 2 sur la protection des forêts publiques et l'accès à l'information environnementale. La forêt française métropolitaine comprend des forêts publiques et privées, ces dernières composant 3/4 des surfaces. Les forêts publiques incluent les forêts domaniales de l'État ainsi que les forêts régionales, départementales et communales. Elles représentent 1/4 de la surface des forêts françaises, mais bien 40% des prélèvements de bois. Elles sont gérées par l'ONF, l'Office national des forêts, qui est, il est peut-être bon de le rappeler ici, un EPIC, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet, vous pouvez vous référer à quelques écrits récents, notamment le recueil d'essais publié par La Relève et la Peste, qui s'appelle Forêt, et qui est très beau visuellement et dans son contenu. L'enquête est également édifiante de Gaspard Dalens, Main basse sur nos forêts. Et puis également le rapport de l'association Canopée de 2020, Gestion forestière et changement climatique. Bien sûr, tous les ouvrages de notre intervenant Ernst Zürcher, qui a beaucoup écrit sur la question, notamment les arbres entre visibles et invisibles. Mais sa bibliographie est très fournie, donc allez-y. Ernst Zürcher, bienvenue à Paris. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise, chargé de cours aux écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich. Vous avez voué votre vie à la compréhension des arbres et des forêts et de leur environnement, et vous avez développé les concepts de chronobiologie et de sylvosphère. Et vous parlez même d'éthologie végétale. Mais ce qui vous fascine, c'est surtout la compréhension de ce lien mystérieux entre les arbres, leur environnement et les humains. À côté de vous, Madame Sophie Durin, bonjour. Vous êtes présidente de l'association des Amis du Bois de Verrières dans l'Essonne et membre du collectif Appel des forêts d'Île-de-France qui se bat pour la reconnaissance d'un statut particulier pour les forêts périurbaines franciliennes. Votre persévérance et votre volonté d'aller au bout des choses et de comprendre la gestion de votre forêt domaniale vous a poussé à élaborer un kit de communication avec l'ONF destiné aux associations. Voilà, alors j'espère que Maître Fauconnier va arriver in extremis. Sinon, nous avons parmi nous Benoît Thomsen, qui est vraiment la personne qui est derrière le recours de la forêt mormale, et il va se joindre à nous. D'accord, je pense que je vais vous appeler rapidement. Pour information, nous désirions inviter l'ONF ou des représentants de l'ONF à cette table ronde.
car c'est évidemment un acteur central, mais aucune des personnes avec qui nous avons échangé n'a souhaité répondre à notre invitation. Voilà, donc il faudra faire sans aujourd'hui. Pour rappel, la table ronde durera environ 1 heure et nous garderons une demi-heure pour les questions au public. Bien que nous ayons à cœur de vraiment présenter les outils juridiques concrets, pratiques, qui sont à disposition des associations et des citoyens aujourd'hui, nous pensions qu'il était vraiment indispensable pour parler de la forêt de faire un point scientifique. Et nous sommes donc très honorés d'avoir parmi nous aujourd'hui un chercheur d'une telle autorité. Je rappelle juste rapidement les chiffres récents officiels qui sont à disposition facilement sur Internet. Le rapport 2023 de l'inventaire forestier national alerte sur le fait que la croissance des forêts ralentit, que la mortalité des arbres progresse de manière inquiétante jusqu'à atteindre 80% entre les périodes 2005-2013 et 2013-2021. Ça, c'est le rapport de l'IFN 2023. Et je cite que tout ça, c'est les conséquences scientifiquement avérées du réchauffement climatique. Voilà les chiffres officiels que vous pouvez trouver très facilement sur Internet aujourd'hui. Ernst, je vous donne donc la parole en tant qu'ingénieur forestier. Pourriez-vous nous parler de la santé et du rôle des forêts dans le contexte non seulement de l'urgence climatique, mais également de l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui? Ça marche? Ah voilà, c'est bon. Excusez-moi. Bonjour, merci pour cette invitation aussi. Voilà, donc c'est important effectivement dans cette succession de tables rondes, maintenant une réflexion au sujet des outils qui nous permettent de protéger, de maintenir le patrimoine forestier, de comprendre vraiment en quoi consiste cette forêt, quelle est la nature de cette forêt, qu'est-ce que ces arbres vraiment. Parce qu'en fait, ce sera les arguments ultimes pour convaincre qu'ils sont vraiment essentiels sous telle ou telle forme. On a vu ce matin comme c'est intéressant de ne pas seulement voir les arbres comme végétaux, mais comme des êtres abritant toute une faune. Et c'est au travers de la faune qu'on arrive finalement aussi à maintenir certains arbres importants qu'on veut protéger. Alors les forêts, on a toujours la tendance à considérer les forêts comme subissant le réchauffement climatique, un réchauffement climatique anthropogène naturellement. C'est clair que les actions humaines ont mené actuellement à une transformation de la composition de l'atmosphère et un changement du régime climatique, température et hydrologie. Mais ce qu'on devrait aussi dire, c'est qu'il y a 3 choses en fait. Tout d'abord celle-ci, c'est cette notion d'effet de serre, de réchauffement climatique lié à du dioxyde de carbone qui s'est accumulé. On a passé de 280 parts par million à 415. On est presque en train de doubler la quantité de carbone dans l'atmosphère. Ceci a vraiment un effet connu scientifiquement, l'effet de serre. La deuxième chose, on considère que la forêt subit maintenant ce réchauffement climatique. C'est vrai aussi, mais il faut le dire d'une manière très nuancée. Mais ce qui est essentiel, c'est aussi de savoir que la forêt crée du climat. La forêt est à l'origine du climat. Et c'est bien de se remémorer ou bien de se faire une image globale. Comment les forêts étaient-elles établies autrefois sur l'ensemble du globe et en particulier sur l'ensemble du territoire européen et qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors là, c'est peut-être une première image. C'est magnifiquement décrit dans ce livre fabuleux de Stéphane Durand,
20 000 ans, ou la grande histoire de la nature. Lisez ce livre, vous allez vous émerveiller et vous allez découvrir à quel point les forêts sont capables de choses incroyables, telles qu'elles ont été capables de les avoir, cette interaction avec la faune en particulier, et ces arbres énormes qui étaient encore là jusqu'au Moyen-Âge. Donc cette forêt couvrait l'Europe sur 80% du territoire. Les 20% restants, c'est les zones alpines, en dessus de la limite de forêt, et quelques zones de steppe, Hongrie, Europe du Sud-Est. Sinon, l'ensemble était vraiment couvert de forêt, jusqu'à la Scandinavie, naturellement, mais c'était l'ancienne expression de l'Atlantique à l'Oural, mais de l'Oural jusqu'au Kamtchatka. C'était une forêt unique, la forêt hercynienne, comme on l'appelle. Donc cette forêt, on la comprend aujourd'hui, c'est la notion de sylvosphère, comme étant, même localement, toujours un organisme avec beaucoup d'organes, beaucoup de composantes, qui se protège lui-même, qui a une enveloppe qui protège son intérieur. Et l'intérieur est protégé, il est à l'ombre, il est protégé de la chaleur et de la radiation solaire, pour maintenir au maximum son plus précieux, c'est l'eau. Et là, un chiffre très simple, la forêt reçoit les précipitations, les garde en son sein, dans son sol forestier, utilise la moitié ou les 2/3 pour faire sa photosynthèse, créer de la biomasse, et tout ceci en lien avec la faune, la biodiversité animale aussi. Et 1/3 ou la moitié va diffuser à travers le sol forestier, va être filtré de manière très très propre, et va diffuser dans la nappe phréatique et alimenter les sources et les rivières. Donc on comprend aujourd'hui les forêts comme étant le château d'eau d'un paysage. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, on comprend de manière très précise, ça c'est les chercheurs russes, Viktor Gorchkov et Anastasia Makarieva, qui ont montré, ensuite les Brésiliens ont continué dans cette ligne, Antonio Nobre. On comprend maintenant qu'un massif énorme, le plus grand massif forestier d'un seul tenant, c'est le bassin amazonien, est en fait une enveloppe de protection de la Terre contre le rayonnement solaire, qui est très très fort au niveau de l'équateur. Et cette forêt fait énormément d'évapotranspiration, elle est alimentée en eau naturellement, l'Amazone, mais l'Amazone c'est un produit de l'Amazonie. C'est un produit de la forêt amazonienne. L'Amazone ne coule pas comme ça par hasard. Cette forêt fait de l'évapotranspiration, provoque les précipitations, une demi-douzaine de cycles, ce qui aspire les masses d'air humides de l'Atlantique, les enrichit en eau. L'air est plus humide en dessus de la forêt qu'en dessus de la mer, paradoxalement. Et il pleut plus en dessus de la forêt amazonienne qu'en dessus de l'Atlantique, qui n'est qu'une surface d'eau et rien d'autre. Et bien malgré tout, il pleut plus en dessus de la forêt amazonienne qu'en dessus de l'Atlantique. Et c'est un immense fleuve invisible, en sens contraire du fleuve visible Amazone, qui coule de l'est à l'ouest et va dévier contre le nord et contre le sud. Le bassin amazonien, c'est délimité au kilomètre près, on sait exactement où il commence et où c'est fini. Mais ce fleuve invisible, cette rivière volante, mais le terme rivière est un peu dommage, c'est trop faible. Ce fleuve énorme a en fait deux bras. Un bras qui monte vers le nord, tempérer, alimenter en eau le climat, le continent nord-américain, et un autre bras va descendre contre le sud, arriver dans cette région-là par force à cause de la chaîne des Andes. Et l'Argentine reçoit ces précipitations de l'Amazonie. Et l'Argentine politique était en train de s'inquiéter auprès du gouvernement brésilien qui forçait carrément la déforestation parce que la menace est énorme. Elle était en train de passer à l'acte, la menace. C'est que la forêt amazonienne risque de se désertifier. C'est une chose d'une gravité extrême. Dans mes conférences, ça a toujours été l'urgence numéro 1. Arrêtons, stoppons la déforestation de l'Amazonie. C'est un moratoire absolument nécessaire parce que le climat du monde entier est en fait impliqué dans ce fonctionnement de l'Amazonie comme facteur de climat et de cycle hydrologique.
Voilà, ça c'est pour le premier aspect, les forêts font du climat. Et cette Europe du passé, avant l'impact humain, entièrement couverte de forêts, avait son climat, qui avait ses cycles. Et qu'est-ce que sont devenues ces forêts européennes? Elles ont été dévastées d'une manière systématique. On n'a plus de forêts primaires. Francis Allais fait un appel pour en avoir de nouveau une petite. On a tout dévasté. Et le paroxysme de la dévastation, c'était juste avant l'ère industrielle. Il restait pour la France quelque chose comme 17% de forêt. Et maintenant, on est remonté à 31%. Mais c'est des forêts secondaires. Et ce n'est même pas des forêts secondaires, souvent. Souvent, c'est des plantations de monoculture. Ce n'est plus de la forêt, c'est des champs d'arbres. Et un champ d'arbres n'a pas la même climatologie, n'a pas les mêmes propriétés qu'une forêt. Voilà, donc la forêt est facteur de climat. Lorsqu'on déforeste, on modifie le climat. Donc les problèmes climatiques d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement depuis le trop de CO2 dans l'atmosphère, c'est depuis la déforestation systématique. On a remplacé 100% de forêt dans certaines régions par 100% d'agriculture. Si vous prenez la Beauce, c'était des terres sacrées chez les Celtes, c'était la forêt des Carnutes, c'était le département de l'Eure, c'est le département de l'If, c'est la même racine, Évreux. Eh bien, toute cette immense plaine européenne qui va jusqu'au-delà du Rhin, naturellement, a été complètement reconvertie en agriculture. Et le sol forestier, non seulement le couvert forestier, mais le sol forestier riche en matière organique, où a-t-il passé? Il a passé dans l'atmosphère. C'est une combustion lente que l'agriculture, surtout depuis l'industrialisation, avec les engrais de synthèse et les pesticides, une combustion lente de ce peu de matière organique qui restait encore dans ces sols, qui a passé dans l'atmosphère et qui, pour sa part, provoque du réchauffement climatique. Donc, les problèmes climatiques sont à la fois des problèmes de température, mais des problèmes d'hygrométrie, d'hydrologie. Et ils sont beaucoup plus anciens, les problèmes d'hydrologie. On a une agriculture qui devrait se réformer dans le sens de l'agroforesterie. Voilà, ça c'est un peu la fonction positive de la forêt, mais aujourd'hui, après ce déboisement, après ce remplacement par ces déserts agricoles, la forêt est soumise naturellement à des impacts de trop de chaleur, de trop de sécheresse et l'intensification de ces extrêmes. On n'a jamais eu une année aussi sèche que l'année passée. 25% de moins de précipitations pour l'ensemble de la France. Toute la France est rouge, sauf une petite tache bleue qui a reçu un peu plus de précipitations. C'est la région de la Lozère. Mais le reste a reçu, l'ensemble de la France, 25% de moins de précipitations. Ça provoque des problèmes pour les forêts qui sont en fait des organismes extrêmement finement adaptés aux conditions. Elles créent les conditions jusqu'à là où c'est possible, mais lorsque les précipitations diminuent d'une manière aussi intense, la forêt doit s'adapter à ce changement. Donc, que font les arbres? Et là, on arrive tout de suite à la clé du sujet, au sujet central avec l'ONF. Que font les arbres lorsqu'ils doivent se réadapter à des conditions devenues difficiles? Ils restent fidèles, en fait. Ils continuent de maintenir le vivant, ils continuent de se tenir aussi longtemps que possible, de créer cette enveloppe, d'abriter la faune, la flore naturellement accessoire. Ils font un retrait de couronne. Mais avant, simplement, on a observé ça ce printemps, cet été, ils vont perdre le feuillage plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dépérissants. Ils ont simplement largué les feuilles parce qu'en juillet, c'était déjà trop de charge. Ils larguent ce qui est largable. Ils ont largué les feuilles et ces arbres ont perdu leur feuillage, mais ils sont loin d'être morts. Ils se sont simplement protégés contre trop d'évapotranspiration. Ils sont prêts pour le printemps suivant. Si dans certaines régions c'est beaucoup plus difficile, ils ne vont pas seulement larguer les feuilles rapidement, mais ils vont faire un retrait de couronne dans la périphérie. Les parties de la couronne les moins vitales pour l'arbre, il va les sacrifier. Donc retrait de couronne, 1 ou 2 mètres, la couronne a maintenant des branches mortes au bout, mais la partie inférieure reste vivante. C'est un arbre encore totalement vivant, il est encore prêt pour reprendre si les précipitations reprennent.
Et il protège l'essentiel, il maintient le milieu forestier aussi intact que possible. Et c'est même favorable pour d'autres essences qui seront peut-être à l'ombre des premiers. Les premiers perdent leur feuillage, font un retrait, et bien les autres profitent de ce plus de lumière. La forêt s'adapte comme ça. Donc il ne faut surtout pas dire que cette forêt est dépérissante, il faut la remplacer par des espèces plus adaptées. Parce que si on remplace la forêt, on va faire une coupe rase, on va provoquer un impact solaire comme jamais la forêt ne l'a connu, et on va penser pouvoir planter des jeunes arbres dans cette zone complètement mise à nu, exposés au soleil comme les arbres ne sont pas faits pour l'être, ils ont besoin d'être dans une atmosphère forestière. Et s'ils sont vraiment obligés de pousser en pleine lumière, en pleine chaleur, ils vont faire des couronnes dans la largeur parce qu'ils ne sont pas aspirés dans le haut par les arbres qui encadrent encore les jeunes dans une forêt naturelle. Voilà les arbres créant le climat et les arbres subissant le climat. Mais ils ont une manière de subir le climat qui est créative et qui est précieuse de suivre. Il faut encourager, il faut suivre la forêt dans sa manière de réagir. C'est un laboratoire d'expérimentation et d'adaptation qu'il faut vraiment respecter dans son fonctionnement. La forêt a des millions d'années d'expérience. Elle saura s'en tirer. Ce qu'elle attend de nous, c'est de l'accompagner. Par exemple, d'envelopper cet organisme forestier qui chaque fois est naturellement ouvert à un milieu externe, agricole ou urbain, lui constituer des lisières. Ça c'est très important, c'est son organe de protection. Et c'est dans les lisières qu'il y a le maximum de faune. Et le mieux encore, c'est de faire continuer ces lisières dans des systèmes de haies et bocagers pour faire diffuser cette végétation et cette faune dans l'ensemble du paysage. Voilà, ça c'est des forêts bonnes pour le climat, et même si elles subissent le climat, elles font le maximum pour que la vie continue dans toute sa richesse. Il suffit de la soutenir à ça. Merci Ernst. Et merci de nous rappeler que ces arbres qui, comme tu dis, larguent leurs feuilles pour se protéger et pour pouvoir continuer à être vivants et à être en bonne santé ne sont pas des arbres dépérissants. Je crois que le concept de dépérissement, peut-être que Sophie en reparlera un peu plus tard, dans les décisions de coupe rase, si 20% d'une parcelle est dite dépérissante, toute la parcelle va y passer. Donc c'est vraiment ce savoir, on parlait de savant ou de sachant ce matin, ce savoir, ce ne sont pas des arbres dépérissants, ce sont des arbres qui se protègent, qui s'adaptent, c'est vraiment absolument précieux. Et tu parlais de saccage de la forêt. Aujourd'hui, en France, et encore une fois, ce sont les chiffres officiels, le bois énergie représente la première énergie renouvelable en France. C'est 33% de la production d'énergie renouvelable en 2022, selon l'ADEME. Encore une fois, chiffre officiel. Et à ce titre, les prélèvements sont en hausse, plus 18% selon l'UFN. Donc on parlait tout à l'heure de baisse de croissance, on parlait tout à l'heure de hausse de 80% de mortalité, mais on nous parle aussi officiellement dans les mêmes documents d'une hausse des prélèvements de 18%. Donc quel est l'impact de cet emballement industriel du bois énergie sur la forêt? Tu en as déjà parlé, mais bon. Et peut-on aujourd'hui parler de déforestation même en France ou en Europe? On parle beaucoup d'Amazonie, mais est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce qu'on a un risque d'en arriver là aujourd'hui en France? En fait, le bois énergie, traditionnellement, c'est un peu ce qu'il reste lorsqu'on a employé toutes les autres formes d'utilisation du bois. On parle de bois d'œuvre avec lequel on fait des charpentes, des poutres, des planches, du matériel pour la menuiserie, la marqueterie. C'est donc c'est comme avec la viande, on a toute une série de parties très précieuses moyennement et ensuite les abats. Tout est intéressant.
Mais lorsqu'on parle de la forêt uniquement en termes de bois d'énergie, c'est si on voulait transformer tout le patrimoine bois d'une forêt en abat, c'est le même terme même, c'est-à-dire la catégorie la moins économiquement intéressante. Lorsque vous transformez le bois directement en bois énergie, vous allez avoir économiquement le moins de valeur ajoutée. Ça part tout de suite dans des processus industriels lorsque c'est fait à grande échelle. Il y a très très peu d'emplois qui vivent de ça et il y a très peu de valeur ajoutée. Ce bois, s'il est seulement transformé en énergie, c'est ce qu'il a de moins intéressant alors que c'était déjà très intéressant. On a développé dans le monde de la forêt et du bois le concept de l'utilisation selon le principe de la cascade. C'est-à-dire le principe d'utiliser les produits de la forêt, maintenant en particulier du bois, dans un ordre très précis, en partant du maximum de valeur ajoutée en termes économiques, c'est-à-dire le bois d'œuvre, les bois de très haute qualité, de très haute valeur. Et là, avec cette forme de transformation du bois dans la construction, dans l'aménagement intérieur, vous avez énormément de postes de travail. C'est les menuisiers, les charpentiers, les gens qui travaillent le bois, les sculpteurs, etc. Et juste un chiffre pour ça, la forêt, pour la Suisse, je connais le chiffre, est gérée à peu près par 5000 personnes. C'est très très peu pour 30% de la surface du pays. Les forestiers, les bûcherons, les forestiers, les gardes, les ingénieurs, tout le service forestier dont la mission c'est de gérer la forêt d'une manière durable, on peut peut-être encore en parler, et de mettre à portée de camions les grumes. C'est donc les billes qui peuvent ensuite entrer dans le processus de transformation. Ça peut être des scieries mobiles, mais aussi des scieries stationnaires. Et là, ces 5000 personnes mettent à profit ce produit. Et ensuite, la transformation de ces grumes dans tous les assortiments, ça offre du travail pour 70 000 personnes. Vous avez plus de 10 fois plus de personnes qui travaillent dans la transformation du bois que dans la production du bois mis à disposition. Et lorsque on prend conscience de ça, on se rend compte que l'utilisation du bois d'œuvre est la première. Ensuite vient le bois d'industrie pour faire des panneaux à fibres pour l'isolation, etc. Le bois pour la transformation en chimie aussi, le papier. Et tout à la fin vient le bois énergie. Là, vous avez vraiment un bénéfice économique extrêmement faible. On n'a pas de valeur ajoutée intéressante. Et là, c'est intéressant de comprendre, on a un patrimoine de savoir-faire. On sait construire des maisons à énergie zéro. On sait construire des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. On a tous les outils pour ça, on a toutes les technologies. Et on connaît les matériaux qui sont bénéfiques pour le climat et qui sont bénéfiques pour la construction, qui à la fois stockent et séquestrent du carbone et qui font un milieu ambiant très agréable, très agréable à vivre et qui n'aurait même pas besoin d'être chauffé. C'est ces matériaux biosourcés, c'est le bois, c'est le chanvre. La France est le plus grand producteur de chanvre. Le bois énergie, c'est en fait apporter une solution à des problèmes qu'on n'a pas résolus. On construit encore d'une manière pas très intéressante du point de vue du maintien de la chaleur du bâtiment. On pourrait dire simplement, mieux vaut mettre une fois du bois en plaquettes dans les parois des bâtiments pour ne plus avoir besoin de chauffer ce bâtiment que de mettre des plaquettes dans les chauffages de bâtiments mal construits. Voilà un peu la solution. Et habiller l'intérieur des bâtiments en bois vous permet de descendre la température de chauffage de plusieurs degrés tout en étant tout à fait à l'aise dans le bâtiment. Cette salle est très agréable parce qu'elle est boisée. On ne se rend pas compte, mais si c'était des parois métalliques et un parquet métallique, ça serait intenable. Merci. Donc, ce bois énergie, aujourd'hui, c'est une absurdité, selon toi, en tant que scientifique, autant pour la forêt que pour le climat. Pourtant,
c'est une réalité aujourd'hui qui est en augmentation et de nombreuses associations aujourd'hui s'inquiètent de cette augmentation des prélèvements et de cette perte de vitalité des forêts qui est donc accentuée par cette exploitation industrielle. Et donc des associations locales de protection des bois et des forêts se sont multipliées, accompagnées bien souvent de scientifiques, spécialistes des arbres et des forêts. Ils demandent à comprendre la gestion des forêts publiques par l'État et à comprendre justement cette exploitation, ces prélèvements. Pourtant, ils se heurtent souvent à un refus de leur communauté de toutes les informations nécessaires à la compréhension de la gestion par l'ONF. Dans ce contexte, l'association Mormal Forêt Agir, considérant que l'ONF coupait et vendait plus de bois que ce qui était prévu dans le document d'aménagement d'une forêt domaniale, donc une forêt publique, et face au refus de lui communiquer l'ensemble des documents demandés, a porté un recours afin d'enjoindre l'ONF à lui communiquer les informations manquantes. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous Benoît Thomsen. Merci Benoît d'être parmi nous. Tu as fait beaucoup de routes aussi. Donc, oui, enfin, j'ai fait la route du Nord. Hein, donc, bon. On est limitrophe avec la frontière belge. Belge que je suis, vous allez le remarquer très vite. Ça se repère très facilement. Voilà, donc si tu peux nous faire un point sur la décision du Conseil d'État, donc comment tu en es arrivé là, quel a été ce parcours, quelle a été cette lutte du 27 septembre 2022, et puis derrière, quelles sont les solutions, les conséquences pratiques et concrètes de cette décision pour les associations aujourd'hui. J'ai combien de temps ? 5 minutes ? Non, ça va être compliqué. Donc, je suis comme vous aujourd'hui, hein, je suis venu pour assister à cette table ronde. Bon, il y avait un avocat qui avait demandé tous les documents que je lui ai transmis pour qu'il puisse vous expliquer dans son langage juridique ce qu'il en était. Bon, bah, il n'est pas là, c'est pas grave. Je prends au pied levé. Hein, l'avantage, c'est que ce dossier, je le connais quand même relativement bien. Vous entendez mieux ? Je le connais relativement bien. Alors, de quoi s'agit-il ? D'une lutte qui a pris 2 ans et demi. D'une forêt qu'on a considérée assez rapidement comme saccagée, c'est-à-dire que moi j'habite depuis 30 ans au même endroit et depuis 2014 on s'est rendu compte que les bois tombaient avec une fréquence et une vitesse tout à fait anormale, et donc on a commencé à s'interroger sur la raison d'être de tous ces bois qui traînaient et des éclaircies qui semblaient être totalement incohérentes dans nos forêts. Alors il faut savoir que moi je suis très modestement responsable d'un bureau d'études dans le génie civil. Je ne suis pas du tout avocat et je ne suis pas du tout du métier de la forêt. Je suis comme vous, je contemple. Mais quand il s'agit à un moment donné d'instruire un dossier et de comprendre ce qui se passe, on est interpellé, on se réunit, on demande à être entendu par l'ONF, et c'est là évidemment que ça devient comico-tragique. C'est quand vous rencontrez l'ONF. C'est dommage qu'ils ne soient pas là d'ailleurs aujourd'hui. J'ai eu encore un grand plaisir à les rencontrer. Vous faites des réunions qui durent des heures, des demi-journées, 4 heures. Le seul intérêt de ces réunions, c'est que quand vous sortez, ils vous disent, enfin, ils veulent être certains que vous ayez compris que vous avez tort, qu'ils ont une parfaite maîtrise de leur métier, du milieu, et je vais vous contredire, mais une forêt domaniale n'est pas une forêt publique. C'est un langage juridique, hein. Dans les faits, c'est bien public, parce que tout le monde y a accès, mais une forêt domaniale est une forêt privée du domaine de l'État. Et c'est là où on complexifie fortement la problématique, c'est que vous vous adressez en fait à quelqu'un qui gère un domaine privé. Malgré que ce soit sur un terrain communal, c'est privé. Et là, ça complexifie vraiment le problème. Alors, ce que nous avions fait, c'est demander, comme tout le monde, enfin comme toutes les forêts domaniales, il y a un plan d'aménagement, plus ou moins complet. Chance extraordinaire, sur Mormal, les anciens avaient fait un plan d'aménagement en 2012 qui était très complet. Quand je vous dis qu'il était très complet, c'est que chaque parcelle avait été étudiée, les surfaces terrières, donc les jets, avaient été déterminées, les espèces de bois, la quantité, les proportions de chaque parcelle étaient données. Et ça, c'était dans les documents d'aménagement de l'ONF, mais qui n'étaient pas publics. Donc, le début du combat, vous allez vite comprendre en fait où on arrive au Conseil d'État dans cette histoire, le début du combat, c'était d'avoir l'ensemble des documents. Alors, moi, en tant que président d'association, je ne peux que féliciter les forestiers de terrain de l'ONF. Ce sont les premiers militants des forêts françaises et c'est grâce à eux que nous avons obtenu
de manière, ce qui deviendra licite, mais ne l'était pas à l'époque, l'ensemble des documents. Que sont ces documents? C'est-à-dire que quand vous les téléchargez, si vous regardez bien, et je pense que vous ne l'avez peut-être pas fait, vous n'avez pas fait attention, il y a des pages qui manquent, il y a des chapitres qui manquent. Quand vous avez 350 pages de plan d'aménagement, effectivement, d'abord, il faut se les manger, hein, il faut tous les lire, et puis après, il faut se rendre compte qu'il y a des morceaux qui manquent. Et puis, il faut être interpellé. Pourquoi est-ce qu'il manque des morceaux? Pourquoi est-ce qu'on a caviardé comme ça des parties? Et donc, quand vous avez accès à l'entièreté du document, vous vous rendez compte que ce que je viens de vous dire, l'entièreté des informations, des surfaces terrières, de chaque parcelle, de la proportion des bois, tout y est. Parce que ce sont d'excellents gestionnaires, en fait, hein, l'ONF. Hein. C'est juste que ceux qui font, les anciens, j'entends bien, ont fait un très beau travail. Et donc, la première des choses, c'est déjà d'avoir accès à ces informations. Donc, vous le demandez. Et là, on vous dit, ah ben non, c'est pas public. Et pourquoi c'est pas public? Alors, ils vous sortent le code forestier en disant, nous déterminons ce que vous pouvez voir. C'est une démocratie qui fonctionne quand on est d'accord avec eux. Quand on n'est pas d'accord avec eux, c'est moins démocrate. Donc, malgré toutes les réunions, les politiques qu'on a pu joindre, etc., impossible d'avoir ces documents officiellement. Si vous n'avez pas ces documents officiellement, évidemment, ça devient compliqué de contester. Vous ne pouvez pas contester une gestion d'une forêt si vous n'avez pas l'ensemble des documents. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est vous dire, attendez, nous, on est ingénieurs, on maîtrise. Vous avez l'impression qu'on coupe de trop, c'est le syndrome Obélix. Pardon, Idéfix, autant pour moi. Obélix, c'est moi, c'est Idéfix, c'est le chien. Ouais. Ah ok, il faut avancer? Ok, d'accord. Donc, non, et en fait, le principe, ça va arrêter d'abord une première fois au tribunal administratif qui nous a donné tort. Ne soyez pas vexés si un tribunal administratif régional vous donne tort, c'est à peu près normal, c'est une chambre d'encaissement des décisions d'une préfecture. Donc, heureusement, en France, vous avez le Conseil d'État, plus neutre quand même, et là, on juge le droit, parce qu'il y a une grosse crainte d'aller en Europe après et de faire condamner la France. Et donc voilà, actuellement, la décision qui a été rendue l'année dernière, en septembre 2022, par le Conseil d'État, était de dire que tous les documents qui sont publiés dans le plan d'aménagement sont publics, à l'exception de la petite partie où dans chaque plan d'aménagement, il y a une partie financière, c'est-à-dire il faut une vue sur le rapport financier des forêts par année sur la période du plan. Ce que nous n'avons pas obtenu, et c'est la suite qui va maintenant démarrer, c'est que nous avions joint également d'une demande pour avoir l'entièreté des détails techniques de la forêt, c'est-à-dire la campagne de martelage. On veut le détail d'une campagne de martelage. Campagne de martelage, c'est-à-dire tous les bois qui ont été frappés et qui vont être coupés. Eux, ils les connaissent, évidemment, ils le connaissent par section, par type, et ils savent très bien dans chaque parcelle ce qu'ils vont extraire. Et malheureusement, notre avocat, à l'époque, avait remis ce document, qui est une publicité de l'ONF concernant le sommier et sur la qualité des informations qu'ils ont des forêts. Il l'a remis un jour trop tard, le dossier était clôturé. Et donc, malheureusement, le Conseil d'État n'a pu que constater que ce document a été rendu trop tard. Et sachez-le, je conclue avec ça, c'est assez rapide, sachez-le que la seule défense de l'ONF a été de dire aux juges qu'il ne maîtrisait pas les données de ce qu'il récoltait et de ce qu'il plantait. Et qu'à partir de là, puisqu'il n'avait pas la maîtrise de ce qu'il faisait, il ne pouvait pas nous donner les documents. Si vous prenez le Conseil d'État, c'est ce qui est écrit noir sur blanc, c'est la seule défense de l'ONF. C'est juste un scandale en plus. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on repart. On va à nouveau aller au tribunal administratif, etc. Et au nom de Mormal, mais surtout au nom des forêts françaises, des forêts domaniales, il est évident que de toute façon la porte a déjà été laissée ouverte par le Conseil d'État. On va aller chercher cette décision. Il est important que chaque forêt domaniale française, vous puissiez en tous les cas demander toutes les informations techniques et comparer ce qui a été prélevé avec ce qui avait été prévu. Et quand vous tombez sur des parcelles où on va retirer 200 mètres cubes de bois alors qu'il était prévu de retirer 60 mètres cubes de bois, là, quand vous avez ces chiffres-là, vous comprenez qu'il n'y a plus rien qui est debout et que la parcelle est en état de ruine. Voilà. Quand vous aurez ça devant vous, en fait, le gros problème pour l'ONF, ça va être de donner ces informations parce qu'ils savent très bien que c'est une catastrophe, mais au moins pour la suite, ils savent que vous aurez la possibilité de vérifier ce qu'ils font. Et là, à partir de là, je pense qu'il faut quand même devoir commencer à se calmer. Merci beaucoup. Reste avec nous. Je me tourne vers Sophie.
Donc Sophie, suite à cette décision, tu as créé un kit pratique information et demande à l'ONF pour les associations qui désirent recevoir de l'ONF les informations environnementales que le Conseil d'État a déterminé qui devaient être données par l'ONF. Donc peux-tu nous raconter brièvement pour quelles raisons et comment tu en es venu à élaborer ce kit, en quoi il consiste, combien d'associations s'en sont emparées et avec quel succès aujourd'hui? Bonjour, merci de me recevoir. Donc, pour commencer, j'ai fait comme Benoît. Je voulais en savoir plus sur ce qui était fait dans ma forêt. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule à me rendre compte des points d'opacité dans la communication de l'ONF, de sa gestion. Donc en octobre 2022, j'ai pris connaissance de la décision du Conseil d'État de l'association Mormal Forêt Agir contre l'ONF. Et suite à cela, j'ai pris contact avec son président pour en savoir plus. Et de là, une fois avoir eu les informations, j'ai également lu la décision du Conseil d'État, je me suis dit, puisqu'ils ont eu les informations, pourquoi moi, mon association ne pourrait pas non plus les avoir. Donc de là, j'ai commencé en novembre à écrire les premiers courriers à l'ONF, et notamment à demander le document de base, c'est-à-dire le plan d'aménagement. Donc bon, j'ai écrit 5 courriers, et j'ai eu quelques informations, quelques documents, mais pas tout. Et suite à cela, j'ai pris la décision de réaliser le kit d'aménagement qui est en fait un kit qui a été élaboré pour les associations qui le souhaitent l'employer, pour en savoir plus sur les actions qui seront faites et qui sont faites et qui seront faites dans leur forêt. Donc pour cela, j'ai réalisé le fameux kit. Alors en réalité, c'est les 4 courriers que j'ai réalisés. Donc là, on peut voir. Donc en réalité, vous avez à peu près 4 courriers, donc avec la lettre simple, la lettre de relance, le recommandé, et la 4e lettre, c'est le pour porter à connaissance. C'est-à-dire que pour porter à connaissance, vous envoyez votre courrier à l'ONF, mais vous informez les ministres parce que vous ne recevez pas ces informations. Alors ça, c'est avant, bien sûr, la CADA, le tribunal administratif. Donc, au niveau des informations que vous pouvez demander, alors déjà, comme je vous expliquais, c'est le plan d'aménagement et les annexes. Parce que effectivement, on nous communique le plan d'aménagement en version publique, mais il n'y a pas les annexes dedans. Et c'est très important d'avoir les annexes parce que vous avez à l'intérieur, vous avez les prévisions des coupes, vous avez la surface de la forêt, vous avez les plans aussi sur les coupes à venir, mais vous avez aussi un élément important à savoir, c'est l'accroissement de votre forêt. Parce que ça vous permet aussi de savoir si vous connaissez l'accroissement de votre forêt à l'année multiplié par la surface exploitée de votre forêt, vous savez à l'année combien votre forêt va produire de bois. Et ces chiffres-là que vous allez avoir, vous allez pouvoir le comparer à ce que annuellement ce que l'ONF va prélever. Et normalement, on vous dit on prélève 50% de l'accroissement. Or, pour Verrières, on est bien au-delà de 50%. On arrive, là, les dernières coupes, on est à 91%. C'est-à-dire que notre forêt, parce qu'en plus, souvent dans ces coupes-là, ne rentrent pas les coupes sanitaires et les coupes de sécurité. Donc ça veut dire que la forêt, en Île-de-France, les forêts domaniales sont extrêmement exploitées, plus que les forêts privées. Voilà. Donc, ce kit, en fait, avec ces modèles de lettres, chaque association va pouvoir l'adapter en fonction du message, des informations qu'il souhaite demander, et il va l'adapter en fonction de son logotype. Donc, vous pouvez
ce qu'il faut aussi demander, très important, c'est le volume des bois sur 20 ans. Parce que ça vous permet, 20 ans, c'est à peu près la durée d'un plan d'aménagement, et ça vous permet de voir si déjà, sur la moyenne annuelle sur 20 ans, les prévisions qui étaient prévues dans le plan de gestion sont respectées. Parce que souvent, l'ONF vous dit, le plan de gestion est respecté. Or là, moi, pour Verrières, ce n'est pas du tout respecté. Il coupe plus que ce qui était dedans. Vous avez également savoir la valorisation des bois. Où va le bois ? Le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie. Pour Verrières, 63% du bois qui est coupé est brûlé. En Île-de-France, 81% de la biomasse est brûlée. Comme si l'air que l'on respirait en Île-de-France n'était pas suffisamment pollué. Donc, vous pouvez, pour aller plus loin, si vous voulez avoir aussi d'autres chiffres, vous avez aussi l'IGN qui apporte aussi des informations extrêmement importantes, notamment sur les surfaces, sur les volumes prélevés, la croissance, les flux, c'est-à-dire la production nette de la forêt, c'est-à-dire ce qu'elle pousse, moins la mortalité. Et quand on enlève les prélèvements, eh bien vous avez, c'est-à-dire le bilan. Voilà. Donc vous pouvez voir à l'échelle du département, à l'échelle de la région ou même de la France, l'état des trois types de forêts, c'est-à-dire les forêts domaniales, les forêts privées et les autres forêts publiques. Là, vous avez vraiment des tableaux Excel, c'est extrêmement bien expliqué. Vous avez aussi le sommier forestier, qui est le livre de bord du forestier et qui retrace tout l'historique, les travaux, les tempêtes. Et ce sommier, c'est quand même un document qui est transmis de forestier en forestier. Et je suis quand même très étonnée quand l'ONF nous dit qu'ils n'ont pas connaissance de telle information alors que tout est inscrit dedans. C'est vraiment le cahier de bord de chaque massif. Alors, pour revenir à ce kit, on a eu à peu près une dizaine d'associations qui l'ont utilisé. Hein. Donc, elles ont rencontré le directeur d'agence territoriale. Bon, ce qu'elles ont obtenu, j'allais dire, c'est plutôt maigre. C'est un beau discours. Et puis, un tableau sur les 20 dernières années de ce qui a été prélevé dans la forêt. Bon, voilà, c'est pas ça qui va faire que elles vont avoir des informations importantes sur la forêt. Juste pour revenir sur le courrier juridique, le courrier. Donc, j'ai écrit 5 courriers à l'ONF. J'ai écrit 5 courriers parce que j'ai pas eu les explications que je demandais. Et en fait, en juillet 2023, j'ai reçu un courrier du département juridique, en clair, qui me dit « L'ONF a fait preuve de transparence. L'ONF n'ira pas plus loin. Même si je saisis la CADA, ils n'apporteront pas les éléments importants que je demande. Et vous voyez même que je pourrais être... on me reproche de perturber le service, l'administration. Et on me met en référence une jurisprudence. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce courrier, il est complètement inadapté. Si on prend en compte si on prend le discours de Madame Métry-Chequet, qui est à l'arrivée à la direction de l'ONF en 2022, elle a évoqué le souhait du renforcement du dialogue entre les associations et les usagers de la forêt. Or, nous, bien sûr, nous aspirons à une communication ouverte et des relations apaisées, alors que là, c'est tout le contraire. On assiste à une administration qui se braque contre les associations. D'accord, merci Sophie. Donc, beaucoup de persévérance à vous tous, si vous êtes prêts. Mais grâce à la décision de Mormal, vous avez droit à ces documents. Ne vous fiez pas à une première réponse qui va être de dire qu'on vous a déjà donné assez. Il faut rechercher les documents sur l'accroissement de votre forêt, sur la valorisation du bois. Et ça, ce sont des documents qui vont permettre d'évaluer la santé de votre forêt et sa surexploitation s'il en est.
Ernst, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà été contacté, sollicité dans un recours juridique justement pour évaluer cette santé de la forêt, d'une forêt dans un recours? Est-ce que vous avez déjà été, en tant que scientifique, contacté pour cette raison? Oui, récemment, il y a eu un cas comme ça, mais juste avant, j'aimerais même mettre l'attention sur le fait qu'on a ces plans d'aménagement qui ont été faits avec cette précision, avec ce professionnalisme. Il y a énormément de travail investi là-dedans. On sait exactement combien d'arbres, combien de mètres cubes poussent où et à quelle intensité. Ce qu'il faudrait même dire, c'est que ces prévisions d'il y a quelques dizaines d'années sont encore d'une forêt qui fonctionnait pas mal, qui n'était pas encore soumise aux contraintes actuelles. Donc il faudrait systématiquement opter pour moins exploiter que ce que les prévisions d'alors permettaient. Et en tout cas pas plus. Ça, c'est déjà une première chose. D'accord, donc des plans de révision à 10 ans, c'est obsolète c'est obsolète, ou bien apprendre, mais en faisant du 2/3, par exemple, ou bien du 80%. Là, il faudrait examiner. Donc, travailler à géométrie variable contre le bas pour permettre à ces forêts de se reconstituer et ne pas piller le patrimoine. C'est ça qui est en train d'être fait, apparemment. Et plus la forêt est ouverte, a été mise à nu, et moins elle pourra pousser, moins elle pourra remplir ses fonctions. Ça, c'est juste une remarque. Et une autre remarque concernant la manière de s'adresser aux autorités. Lorsqu'on on demande combien de mètres cubes sortez-vous, quelles sont les surfaces d'exploitation. C'est comme si on était d'accord qu'on exploite les forêts seulement sous forme de surface coupée. Ça encourage la coupe rase. Il faudrait demander combien de mètres cubes, mais faites attention de maintenir le couvert forestier, la manière la plus moderne. On est un groupe de forestiers international dans ce sens-là, ProSilva, le RAF, Réseau Alternatif Forestière, qui font de la foresterie en couvert continu, c'est-à-dire on ne va pas ouvrir la forêt comme ça en coupe rase. On maintient le couvert continu et on prélève les arbres individuellement, mais la forêt reste. Et c'est comme ça qu'il faudrait traiter la forêt, surtout maintenant où elle a besoin d'être protégée contre trop de soleil. Pour venir à la question, là c'est intéressant parce que c'est le cas d'une forêt qui avoisine la ville où j'habite, une forêt de délassement, des très très beaux, une magnifique hêtraie, une hêtraie épanouie pour les livres sur les forêts, un magnifique boison au sein duquel il y a même des blocs erratiques et des rochers à cupules, très très anciens du point de vue de l'occupation humaine. Et là-bas, cette forêt avec un matériel sur pied, comme on appelle ça, assez considérable, tous des arbres matures, très grands, avec un sous-bois déjà. Là, le service forestier, non pas de la ville, mais de l'autorité cantonale, éloignée, c'est un peu une forme de centralisation, avait marqué des arbres. Dans ce massif, il s'agissait de 700 arbres qui devaient être abattus. Un vrai massacre. Il ne restait plus rien pratiquement de cette forêt, une forêt de délassement. Et là, c'est intéressant, c'est qu'une personne s'est vraiment engagée, mais vraiment corps et âme, pour ne pas laisser faire simplement comme ça. Et c'est une politicienne. Une politicienne, elle s'est donné ce sujet, elle s'est fait pas mal de publicité personnelle, elle s'est probablement assuré sa position en tant que représentante du peuple dans les parlements, mais comme politicienne, elle en a fait son cheval de bataille. Et là, j'ai été invité à m'exprimer sur cette intention de pratiquer cette coupe. Et là, il y a eu la radio, la télévision, etc. Et là, on a obtenu un report et obtenu une forme d'échange et de discussion. Et là, paradoxalement, c'est un peu la même chose. Eux, ils parlent en termes de communication. Si on communique bien, ça se passera bien. Mais nous, on aimerait parler en termes de forêt. C'est la forêt qu'il s'agit. Ce n'est pas d'une bonne ou d'une mauvaise communication.
Et on veut savoir ce qu'il en est de la forêt. Et c'est ça le but. Mais là, en plus, il y a apparemment aussi des problèmes de bonne communication. Merci. Alors, tu as parlé de report et ce que beaucoup d'associations demandent aujourd'hui, c'est tout simplement des moratoires et essayer d'avoir accès aux documents scientifiques. Je m'adresse à vous deux, Sophie et Benoît. Est-ce qu'en cas de coupe rase ou de prélèvement que vous jugez excessif, est-ce que vous avez accès à des documents scientifiques qui vont dire sur cette parcelle, il y a du dépérissement? Est-ce que ces documents existent? Est-ce que vous y avez accès en tant qu'association, je dirais peut-être dans un comité de massif? Oui, brièvement, pour dire que clairement les associations sont insuffisamment consultées. Actuellement, leur participation ne se résume qu'à de l'information. On a très peu de leviers, bon, à part peut-être, j'allais dire peut-être quelques directeurs d'agences territoriales qui laissent peut-être un petit peu plus les associations, mais encore, on a très peu de moyens de levier sur les coupes, sur les actions qui vont avoir lieu. Et les comités de massif, voilà, le format des comités de massif, ils sont inadaptés. Et les comités de pilotage dans lesquels sont associés les intercommunalités, les élus, l'ONF, les associations en sont exclus. Benoît ? Je peux rajouter quelque chose, c'est que la connaissance, grâce à Internet, c'est devenu quelque chose d'universel. Et à l'ONF, je vous le dis, ce sont des gens, vous trouverez des gens très compétents, et ils ont édité eux-mêmes, en fait, l'ancienne école de l'ONF a édité des ouvrages. Vous avez la chaîne occidentale, vous avez, en fonction de vos forêts et de l'endroit où vous vous trouverez toujours un bouquin de référence, un livre de référence technique, téléchargeable gratuitement à l'ONF. Nous, c'est ce que nous avons fait. On démarre de zéro en termes de connaissances. Et en fait, vous vous retrouvez avec l'utilisation et l'application théorique de ce qu'ils devraient faire de vos forêts. Donc, quand vous avez la grande chaîne occidentale, dedans, vous allez voir, ils ont des tableaux, des abacs, en fonction des espèces, des pourcentages, ce qu'ils peuvent prélever, à partir de quand ils ne peuvent plus, et à partir de quand également, lorsque la surface terrière devient tellement faible, vous avez une parcelle dite en ruine. En fait, ce sont des documents qu'eux ont créés et qui leur sont parfaitement opposables. Votre souci, c'est le temps que vous allez prendre maintenant pour vous approprier cette connaissance. C'est très long. Moi, c'est un parcours que j'ai commencé en 2017. Ce sont des centaines, je ne veux pas dire des milliers d'heures, mais voilà, la résultante, vous avez des compétences assez faciles que vous pouvez acquérir. Merci Benoît. Écoutez, on est arrivé à notre heure de table ronde. J'imagine que vous avez beaucoup de questions envers Ernst et son expertise scientifique et puis l'expertise pratique de Sophie et Benoît. Je voudrais rappeler qu'on fera un petit guide écrit suite à cette table ronde et que donc toutes les questions juridiques qui auraient dû être approfondies avec Maître Fauconnier aujourd'hui le seront dans le guide. Donc on va faire ce qu'il faut. Maintenant je vous laisse la parole pour des questions. Merci, merci, merci à vous tous. Alors, c'est pour vous. À l'Académie du climat, dans une conférence, il y avait un physicien qui a parlé du bois énergie. Disons que c'est la pire catastrophe qu'on pourrait faire à utiliser massivement les bois énergie. Ça serait pire que les gaz parce qu'il a expliqué à niveau physique que quand les composants brûlés ils montent dans l'atmosphère, il y a une transformation chimique qui fait que ça réchauffe de façon exponentielle. Alors, les composants qui sont transformés, je ne me souviens pas les noms, mais c'est une communication scientifique
Donc, nous devons absolument faire savoir aux gens, à tout le monde, les conséquences, parce que les personnes qui ont la cheminée, qui ont les nouveaux fours, les nouveaux trucs, parce qu'il y a des publicités, c'est votre bois, il est plus sèche, c'est votre truc, il est comme ça et comme ça. Maintenant, tout est propre, tout va bien, vous êtes dans la transition, même vous êtes hyper écolo. Nous devons absolument faire savoir à tout le monde que c'est les pire du pire qu'on puisse faire par rapport au réchauffement climatique et la pollution. Est-ce que vous êtes à connaissance de ça? Oui, est-ce que vous vous souvenez du nom de ce physicien? Pas de problème. Donc effectivement, bon là il faut quand même aussi voir les progrès technologiques. À un moment on chauffait dans des mauvais chauffages et plus la combustion est parfaite, plus on profite du contenu d'énergie du bois, c'est 16 mégajoules par kilo. Et lorsque la combustion est parfaite, bien oxygénée, on n'a pas de panache de fumée qui va sortir si c'est du bois bien séché. Ou alors si un panache, ça serait seulement de la vapeur d'eau. Mais lorsque la combustion se fait mal, c'est effectivement une combustion incomplète et vous avez des microparticules qui partent dans l'atmosphère avec leur destinée. Effectivement. Donc là, c'est encore une fois quelque chose de très important que vous soulevez là. Quel est l'état si déjà on parle de bois d'énergie, quel est l'état de ce bois d'énergie qui va partir dans les centrales? Est-ce que c'est du bois qui a été amoncelé en monticule directement posé sur le sol, resté pendant plusieurs mois, parfois pendant plusieurs années, et c'est déjà à moitié pourri qu'on vient le chercher et qu'on l'enfourne? Ce bois est vraiment très dommageable. C'est du bois qui est déjà moitié ou bien partiellement attaqué par les champignons qui contiennent de l'azote, qui ont transformé le carbone avec l'oxygène et l'azote de l'air, ont ajouté de l'azote à ce combustible et vous brûlez de l'azote, c'est des NOx, etc. C'est donc probablement ce dont il parlait. Si vous avez du bon bois de feu bien séché, il faut toujours sécher le bois de feu à l'abri de la pluie. C'est très important de ne jamais laisser le bois de feu directement exposé à la pluie. Vous le laissez sécher pendant 2 ans, ce bois brûle parfaitement, de manière parfaitement pure, et là vous n'avez pas ces problèmes-là. Mais c'est une question de professionnalisme dans la gestion du bois énergie. Et je la vois chez nous, pas non plus. Chez nous, on laisse traîner ces bois dans les forêts amoncelés et c'est pris au hasard un peu, beaucoup trop tard, sans qu'il ait pu sécher. Et il ne peut pas sécher en plus parce que c'est du bois souvent de petite dimension qui n'a pas été fondu. Pour sécher, il faut que le bois soit fondu, sinon il ne sèche presque pas. Et ce bois qui n'a jamais été fondu pour sécher, ces bois de grosses branches, etc., là, c'est des bombes chimiques. Là, c'est vraiment important de souligner ça. Mais j'aimerais quand même ne pas être uniquement contre l'utilisation de bois de feu. Le feu, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est du soleil restitué sous 3 formes. C'est la lumière du soleil, la chaleur du soleil, et le bruit du soleil. Le soleil a un bruit terrifiant, il correspond à 1 milliard de bombes atomiques qui explosent chaque seconde. C'est à peu près le bruit que fait le soleil. Eh bien le feu, il faut l'écouter. C'est un médicament en fait, le feu. Et il faut des petits feux bien maîtrisés avec du bois bien séché. Ça, j'aimerais quand même ne jamais le perdre. Ça a accompagné l'humanité depuis le début. Ça, il ne faut pas le perdre. Mais alors des centrales à énergie... Et bien sûr. Merci, merci Ernst. L'autre question, j'en suis là. Moi, je posais une question pratique, puisque vous avez été dans des situations où vous avez protégé des forêts, sur le plan légal notamment, administratif, pendant que toutes les administrations se mettent en place, la forêt est coupée. Est-ce que vous pourriez partager un petit peu votre expérience du terrain dans le sens blocage ou manifestation? Est-ce que vous avez eu affaire à ça pour protéger la forêt, essayer de stopper les travaux? Nous, dans le sud, moi je viens du sud, vous savez qu'en ce moment il y a 1000 hectares qui sont rasés pour des photovoltaïques
à côté de Fort-Calquier, Manosque, au nord de Marseille. Et donc je serais curieux, puisque je travaille, enfin j'œuvre sur cette lutte, d'avoir votre retour sur ça, blocage. Est-ce que vous avez en tête des gens qui se mobilisent sur le terrain, qui sont volontaires, qui peuvent bouger, enfin voilà, ce genre de ça. Alors, je vais pouvoir vous répondre, puisque nous avons fait quelques manifestations en forêt normale. En règle générale, on a en général plus de gendarmes que de manifestants. On a les renseignements généraux, dès qu'on publie sur Facebook ou sur un média qu'on va faire une manifestation, les RG nous téléphonent pour savoir à peu près à quoi ça va, à quoi s'en tenir. Globalement, et ça c'est une position qui est très personnelle, forêt normale est une forêt de production de bois inscrite comme telle. Il est difficile d'empêcher la production, enfin du moins le prélèvement du bois. Donc quand nous manifestons, c'est effectivement quand on considère qu'il y a trop. Mais ma doctrine à moi, c'est une doctrine juridique. Je préfère, parce que je me suis bien rendu compte que gueuler, c'est très bien sur le moment même, ça excite pas mal de monde, ça excite les journaux, mais en général, le journal le lendemain, il vous donnera d'autres nouvelles encore plus écœurantes et vous finirez par oublier la cause qui avait été défendue la veille. Par contre, le juridique, ça reste. Et quand on arrive à obtenir une décision juridique, elle fait tâche et elle est valable pour tout le monde. Donc c'est ma doctrine à moi, c'est j'évite de faire des manifestations parce que c'est improductif. Alors vous en faites une pour alarmer les politiques et alarmer les médias, mais ensuite il faut reprendre la main et c'est vraiment, à mon avis, au niveau juridique que ça peut fonctionner. Voilà. Mais c'est une doctrine qui est personnelle. Alors moi je donnerai la suite donc au courrier juridique, enfin du département juridique. Donc en octobre j'ai écrit un courrier qui a été co-signé par à peu près une vingtaine d'associations, fédérations, personnalités, et donc qu'on a fait effectivement porter à connaissance au ministère de l'Environnement, de la Santé, Madame Borne, et également à l'ONF, qui montre que c'est pas une demande personnelle, mais c'est une demande collective. Alors, moi, je voudrais revenir aussi à la question sur les forêts d'Île-de-France, qui sont quand même une spécificité, et qui en fait rejoint le courrier que les associations ont co-signé, parce que les forêts en Île-de-France, elles sont trop petites, elles sont trop rares et elles sont très menacées au regard de la surpopulation, de la densification, mais aussi du réchauffement climatique. Et pour ça, il est essentiel que ces forêts, qui sont des forêts urbaines, aient un statut particulier, qui est vocation sociale, environnementale, dans la mesure où les forêts nous rendent des services écosystémiques, puisqu'elles participent à notre bien-être, à notre santé, à l'amélioration de l'environnement. Et moi, je poserai la question... pourquoi, pour l'adaptation de nos forêts, pourquoi le ministère de la Santé, pourquoi le ministère de l'Environnement, pourquoi même les services des eaux ne participeraient pas à l'adaptation de nos forêts au changement climatique, voilà, dans une région où, en Île-de-France, 12 millions, c'est-à-dire 20% de la population française, bénéficie de 11 fois moins de surface boisée que le reste de la France. Voilà. Merci Sophie. Oui, merci. Alors, ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque que je souhaitais faire au sujet de l'ONF, l'Office national des forêts, dont il a été beaucoup question lors de cette table ronde. Je voulais bien qu'on différencie la direction de l'ONF des agents de l'Office national des forêts, parce qu'il a été beaucoup de reproches ont été faits à l'ONF à juste titre, et nous, au sein du GNSA, on a beaucoup de personnes qui nous contactent pour dénoncer la gestion des forêts publiques. Et il faut savoir que les agents territoriaux, en général, sont les premiers à regretter cette situation et même à dénoncer ces pratiques. Il faut savoir qu'il y a un taux de suicide très important au sein de l'ONF. Il y a un vrai mal-être avec une privatisation de l'ONF, avec une réduction des effectifs depuis déjà plusieurs années, même si cette année, pour la première fois, je crois qu'ils vont stabiliser les effectifs. Mais les agents de l'ONF sont en général des amoureux de la forêt et sont les premiers à regretter. Donc il faut vraiment différencier les agents territoriaux de la direction, parce que je sais qu'on a parfois des agents qui peuvent être agressés verbalement, et ce n'est pas la bonne méthode à avoir pour
pour dénoncer les pratiques de la direction et cette gestion plus que discutable. Voilà, c'est simplement ça que je voulais préciser. Merci. Oui. Je voudrais juste commenter ce que vous venez de dire, monsieur. Je l'avais dit, hein, je ne sais pas si ça avait été bien entendu, mais c'est très clair dans mon esprit, dans l'esprit de tous les militants des forêts. La personne la plus exposée par rapport à ce qui se passe, c'est bien l'agent forestier de l'ONF, qui est le premier résistant des forêts françaises. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Mes propos concernent exclusivement la ligne des directions qui va jusqu'à la DG de Paris, où il y a un schisme extraordinaire entre la volonté de la direction qui tient plus de Bercy et de la production financière que de l'agent qui, lui, dépérit avec sa forêt et ne comprend pas qu'il a fait un métier où on lui demande d'abattre sans raison et avec les conséquences que lui connaît et maîtrise. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais c'est très important de le dire. Merci Benoît. Bonjour, une petite question donc, pour protéger les forêts publiques. Est-ce que le dispositif du statut de protection menacée d'une forêt a plus d'importance qu'une ORE? Alors, je vais peut-être m'adresser à Benoît, mais une ORE, c'est vraiment entre particuliers. C'est vraiment pour protéger des parcelles qui sont du domaine privé. C'est des parcelles qui appartiennent à des particuliers. Alors, je ne sais pas, Benoît, si vous avez eu l'occasion de faire des ORE sur des parcelles de forêt privée, et si c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui. Très rapidement, parce que j'ai parlé ce matin, je ne vais pas monopoliser. Mais en fait, oui, en France, la grande difficulté, c'est le droit. Les arbres, propriété privée, publique, ils s'en moquent, mais tout est sectarisé et on s'y perd. Non, effectivement, les ORE, c'est principalement destiné et entre les mains de propriétaires privés. Mais j'entends vraiment personne physique, vous voyez. Et après, le champ, il est beaucoup plus large. Un département, peut-être propriétaire aussi, il pourrait être, en tant que propriétaire, concontractant d'une ORE, un département. Mais c'est inconcevable juridiquement qu'un département aille voir un notaire pour faire un acte, vous voyez. En fait, je m'arrête là rapidement. Le droit privé, il est très restreint à des personnes comme vous et moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou autrement dit, je fais court. Un département qui est propriétaire de forêt, un conseil départemental, utilisera les outils publics, espaces boisés, enfin des espaces naturels, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment destiné à des particuliers, l'ORE. Donc c'est quand même restrictif. J'ai les petits outils entre les mains. Hein. L'ORE, non, elle n'est malheureusement pas large pour tout le spectre. Hein. On a dit tout à l'heure que 3/4 de la surface des forêts françaises était privée. Donc est-ce que toi, dans ton activité de notaire, tu as déjà été contacté par des propriétaires de forêts privées qui voulaient faire des ORE pour protéger à long terme leurs parcelles? Alors moi directement non, mais ce matin on en a parlé dans le département de la Gironde. Il y a un industriel très fortuné qui a pris sa retraite, il a vendu son entreprise, il avait des millions en disposition, il a acheté une forêt et il a fait une ORE avec le conseil départemental de la Gironde. Vous voyez? Donc en fait, il a carrément laissé à la gestion de sa forêt au département, il s'est retiré. Il a fait une ORE dans ce sens-là. Vous voyez, c'est propriétaire de département. D'accord. Merci Benoît. Bonjour. On a parlé tout à l'heure de connaître les documents d'aménagement, notamment de l'ONF, hein, pour les forêts domaniales. Pour nous, par exemple, à Meudon, manifestement, au dernier comité de forêt, on a découvert que les chiffres que nous a donnés le directeur de l'agence de l'ONF étaient beaucoup plus importants que les chiffres qui étaient prévus dans le plan d'aménagement précédent. On a découvert 20 ans après qu'en fait, ils ont prélevé 50% de plus. Est-ce que
le plan d'aménagement, une fois qu'on connaît toutes les données qui sont prévues, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on trouve que, en fait, ils coupent beaucoup plus que ce qu'ils ont prévu. Alors ça, c'est une question disons, presque pénale, enfin juridique. Je ne sais pas si vous êtes compétent pour répondre. Merci beaucoup de votre question. C'était le cœur de la discussion avec Maître Fauconnier. Donc, encore une fois, elle sera couverte dans le guide que nous allons publier. Benoît, tu voulais peut-être dire quelque chose à ce propos ? Oui, c'est qu'un document, un plan d'aménagement, c'est pas un simple catalogue d'intentions, c'est un document qui est officiel et qui est contresigné par le ministre de l'Agriculture du moment de l'édition du plan. Donc en fait, c'est un document qui est officiel. Dès l'instant qu'une administration prend le pli de ne pas respecter un document qui est officiel, vous avez toute latitude, avec un avocat, d'aller faire valoir vos droits. Bien évidemment, pour ça, vous devez avoir, on reprend en arrière tout ce que je vous ai dit, vous devez avoir le plan d'aménagement complet, vous devez avoir le détail, vous devez avoir fait une analyse, et ensuite, vous devez aller devant un tribunal avec quelque chose de sérieux, et pas avec de simples intentions, de simples impressions, ou un exemple ou deux. Vous devez avoir un document complet qui contrecarre ce qu'ils ont réalisé par rapport à ce qu'ils devaient faire. Si vous maîtrisez ça, il n'y a aucune raison, vous allez gagner au tribunal. Alors si ce n'est pas au tribunal administratif, je vous rappelle, vous avez le Conseil d'État, vous gagnerez. Si vous avez remarqué, vous avez la certitude et mathématiquement vous démontrez, légalement, ce qu'ils ont fait est illégal. Ils sont passés outre de la signature du ministre et de ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. Évidemment, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, j'en ai juste l'expérience du terrain, mais c'est clair. Alors, là, je pense qu'en réalité, ce que veut dire Jean-Claude, c'est que par rapport au précédent plan d'aménagement, ils ont augmenté de 50% les coupes, c'est-à-dire que là, en fait, ils sont en train de décapitaliser la forêt. Voilà. Oui, en fait, là, c'est encore autre chose, c'est que le plan d'aménagement, lorsqu'il est revu, il doit être public, c'est-à-dire il doit être partagé, il doit être contresigné par tous les politiques, par tous ceux qui vont intervenir dedans, les communautés de communes, si c'est le cas chez vous, et il y a des séances publiques. C'est à ce moment-là que vous devez intervenir. Une fois qu'il y a la signature du ministre qui est en face, si votre forêt, ils ont prévu de tripler les quantités et que le ministre a marqué son accord, ça devient très compliqué. Là, ça, c'est très clair. Mais vous devez intervenir avant. Et avant, c'est-à-dire, il vous faut un ressort technique qui va démontrer que ce qu'ils vont faire va mettre en danger la forêt, votre forêt. Et là, vous revenez sur leur bouquin à eux, qui va définir qu'en rabaissant le jet d'autant pour arriver à des volumes pareils, ils décapitalisent tellement qu'ils mettent les parcelles en ruine ou en grand danger. Mais c'est technique à ce moment-là. Vous avez un vrai dossier à monter. Mais je suis d'accord avec vous, vous avez un souci, c'est que le moment où l'ONF va présenter son nouveau plan d'aménagement, c'est très court. Donc la meilleure des choses à faire, et ça restera toujours, c'est d'avoir des liens très profonds et très francs avec les agents de l'ONF, les agents de terrain. Ce seront les premiers à vous dire « Attention, il se passe quelque chose ici, on sait ce qui se prépare », et là vous avez le temps de vous préparer aussi. C'est un travail de groupe à faire. C'est très complexe, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Ça nécessite beaucoup de connaissances, énormément de temps, et après c'est la partie politique aussi. On ne l'a pas abordé, on ne l'abordera pas, mais vous devez aussi être adoubé par des politiques pour vous donner un coup de main. C'est vraiment compliqué. L'ONF est une administration très, très puissante, hein, donc c'est compliqué d'aller contre eux. Merci Benoît. Je crois qu'on avait une question derrière. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Hubert Guilbault. Je fais partie des Amis du Bois de Verrières avec Sophie. Alors, Maître Fauconnier n'est pas là, malheureusement, il ne pourra peut-être pas répondre, pourra pas répondre, bien sûr, et je n'aurai pas la réponse à ma question. Mais il faut aussi parler tout à l'heure, le monsieur a posé une question au sujet de la faiblesse des protections juridiques des forêts. Même un classement en protection d'une forêt n'évite pas l'exploitation ou même la régression forestière. Le Bois de Verrières, qui se situe sur le 91 et le 92 en Île-de-France, en est le parfait exemple. Il y a une exploitation très forte et il y a une régression forestière du fait de ce grignotage. Tout le monde connaît, je ne sais pas, cette séquence ERC, éviter, réduire et compenser. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Non, éviter, réduire et compenser, qui est utilisé par le maître d'ouvrage pour grignoter des forêts. Ça se fait dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, la forêt de Verrières. C'est-à-dire qu'une forêt, même un espace boisé classé, ou même quand ça sera en protection, normalement c'est prévu en 2025, eh bien on pourra toujours grignoter la forêt.
Alors l'exploitation forestière, c'est une chose, mais aussi il y a le grignotage de la part de nos maîtres d'ouvrage, décideurs politiques, nos élus. Par exemple, le bois de Verrières a perdu 10 hectares en 10 ans. On en parle très peu. Et il est très facile pour nos élus, pour nos décideurs, de grignoter. Il suffit de faire une DUP, une déclaration d'utilité publique, et voilà, c'est fait. Il y a eu un recours de 2 associations pour le bois de Verrières. Elles ont gagné devant le Conseil d'État en 2021, sauf que les travaux ont continué. Et actuellement, eh bien, l'atelier du tramway T10 qui a pris 4 hectares dans la forêt, eh bien, il est en fonctionnement. Donc on voit bien la faiblesse de ces protections. Donc moi je souhaite l'évolution de notre droit et je suis d'accord avec Thomas. Il faut s'appuyer sur le juridique et c'est par là qu'on va s'en sortir pour sauver nos forêts. Cette évolution est nécessaire et on en a besoin, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Pardon. Merci. Vous mettez le doigt sur évidemment ce qui nous concerne toutes, c'est-à-dire d'éviter ce dommage qui est irrémédiable, irréparable une fois que c'est coupé. Donc j'espère que nous aurons quelques réponses. Cette compensation issue de la loi de 2016 sur la protection de la biodiversité, issue du droit européen qui date de 1976, eh bien, cette séquence dans les normes, elle est très claire, mais sauf qu'elle est dévoyée dans la pratique, complètement dévoyée. Elle est interprétée, alors que cette séquence nous dit que la réparation, la compensation doit se faire à proximité en tout état de cause. Merci. Voilà. Je crois savoir que cette question sera développée dans la prochaine table ronde avec nos prochains intervenants, donc restez avec nous. Je pense que c'est une dernière question parce qu'il est déjà l'heure. Oui. Bonjour, Louis Valin, Association Arbre. On avait parlé tout à l'heure de dépérissement forestier, mais au-delà de ce qui explique qu'à l'heure actuelle, la forêt a la faculté de moins absorber de carbone, beaucoup moins, d'où l'ADEME qui mise sur une captation de carbone de 50 millions de tonnes de CO2 par an. Je pense que ce chiffre-là ne va jamais se réaliser en France, parce que les arbres ont moins de feuilles, moins de capacité à absorber ce carbone. Au-delà de ce fait, il y a une chose qui est un peu plus grave, c'est que l'arbre, on en est à 1,7 degré d'augmentation de température. À 3 degrés, on ne saura pas la réaction de l'arbre. L'arbre a quand même un seuil de rupture. Et à ce seuil de rupture, la nature est bien faite. Les arbres sont dévorés par la nature, par des champignons, par des capricornes, par des maladies. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas brûler la bûche trop rapidement, parce qu'après ça, on va se retrouver peut-être... Moi, je suis assez pessimiste, parce que mon métier, c'est de faire des expertises d'arbres, et je vois les arbres dépérir de plus en plus. Donc, c'est un petit peu un signe d'alarme. Merci. Ernst, je te laisse conclure. Oui, c'est effectivement ça. Ils sont très sensibles à ces changements. Ils deviennent plus exposés naturellement aux ravageurs et aux décomposeurs. Mais là encore, il faut vraiment distinguer les arbres. On ne peut pas les mettre dans un seul paquet. C'est essence par essence. Et chaque essence a ses capacités. Même chaque arbre au sein d'une essence, il y a un patrimoine génétique très très variable. Laissons mourir les arbres tranquillement et on verra ceux qui résistent. Surtout pas couper préventivement. Ça, c'est très mauvais parce qu'on empêche l'évolution de se faire et de révéler les résistants. Et c'est les résistants qui permettent l'histoire du futur. Ce n'est pas ceux qui tiennent pas le coup. Voilà. Ça, c'est pour les arbres, mais du point de vue juridique, c'est très important qu'on s'engage pour leur maintien. Pour moi, il y a une chose qui m'est absolument claire et certaine, c'est que si on veut réussir la transition écologique, il ne s'agit pas d'une transition énergétique, c'est beaucoup plus important de maintenir la diversité des espèces végétales et animales que de maintenir un certain niveau de surutilisation d'énergie. C'est beaucoup plus facile d'utiliser moins d'énergie comme changement de fonctionnement
que de devoir se priver de toutes ces interactions entre les espèces. Et là, chaque fois qu'une espèce se perd, l'écosystème dans son ensemble s'affaiblit. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut avoir des écosystèmes qui ne sont plus composés plus que de corbeaux et de rats, ou est-ce qu'on veut avoir des bocages, des haies, une belle agriculture qui est indépendante, locale, et qui est très très peu énergivore. Et ceux qui veulent mettre en place 1000 hectares de photovoltaïque, il faudrait faire le calcul du rayonnement solaire, du rayonnement de chaleur qu'une installation pareille provoque. On appelle ça la chaleur sensible qu'on peut mesurer, par rapport à la même surface de forêt qui fait le contraire, qui absorbe et qui dégage de la fraîcheur. Qui veut faire ça? Est-ce que c'est les populations locales? La démocratie recommande de consulter les populations locales. Merci. Merci à vous. Donc, on a un petit temps, je crois que c'est à 16h30, la prochaine table ronde, qui aura tous ces intervenants. Merci Benoît, au pied levé, de t'être joint à nous. Merci, merci Sophie. La troisième table ronde est donc sur la protection des arbres en milieu urbain. À tout de suite.